Bon, bonjour à tous et puis merci beaucoup pour Bonjour, l'invitation aujourd'hui. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu parmi nous aujourd'hui. Donc, premièrement, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous faire une petite présentation déjà et de vos missions de Ikera et de vous-même, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, en quelques mots, je vais vous présenter Ikera. Alors, Ikera, on est une société qui finalement est au service d'autres sociétés, puisqu'on s'occupe, et on est le leader français dans ce domaine, de tout ce qui est gestion et acquisition de créances. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une créance? C'est finalement quand vous ne payez pas vos factures, eh ben, les grandes entreprises françaises avec qui on travaille font appel à nous pour que nous, on s'occupe de relancer, de vous relancer les clients de ces grandes entreprises pour justement acquitter votre dette. D'où le thème, la gestion des émotions par rapport à une dette. Et du coup, mon rôle au sein de cette société où on est quand même presque 2400 collaborateurs avec une grosse partie en gouvernance française et puis une autre partie sur une gouvernance italienne, moi, mon rôle, finalement, c'est de gérer l'expérience client et l'expérience collaborateur et les engagements durables. Alors, en quoi ça consiste? C'est finalement transformer la manière dont on va récupérer cet argent. Donc, c'est l'expérience client qu'on va renvoyer, d'essayer de faire en sorte que finalement, on ait un discours qui soit le plus approprié et le plus agréable possible par rapport à ses clients, et puis accompagner le mieux possible nos collaborateurs dans cette démarche. Et puis, pour les engagements durables, c'est essayer finalement de se dire, est-ce que dans ce moment difficile, quand on est en interaction avec une personne qui a une dette, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un rôle sociétal aussi pour l'aider? Voilà, c'est un peu mes missions depuis 5 ans au sein du groupe, après avoir passé une grosse vingtaine d'années dans les télécoms. Voilà. Je ne sais pas si Merci. c'était clair. Voilà, Mauricio, merci Mauricio. Oui, non, non, c'est vrai. Et une autre petite question. Comment pouvez-vous aider vos employeurs à comprendre les émotions des clients et à y répondre de manière appropriée? Alors, vaste sujet, parce que justement, comme vous l'avez compris, contrairement à Parc Astérix que je viens d'écouter avec grande attention, nous, on n'a pas de clients et on n'a pas de clients pour nous et on n'a pas de service à proposer. Donc, c'est très compliqué parce que l'ensemble de nos journées sont basées à accueillir finalement des personnes qui soit nous appellent spontanément parce qu'on les a relancés par courrier, soit nous à les contacter et pour leur expliquer qu'ils ont une dette à régler. Donc, voilà, c'est pas un métier très sympa. C'est sûr qu'on ne rêve pas d'être en interaction avec Ikera. On a plutôt envie, justement, de ne pas être dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qui se passe et comment nos collaborateurs, eux, d'un aspect émotionnel, pour revenir à votre thème du jour, comment est-ce qu'on arrive à les aider, à les accompagner pour accueillir finalement cette émotion? Parce que quand on a une dette, quand on a une facture à régler, on est dans une situation émotionnelle qui est forte. Donc, on a essayé d'accompagner nos collaborateurs déjà en leur expliquant que quand on est face à une dette, des fois, ce n'est pas forcément une situation qui est volontaire. Et on a essayé aussi de trouver des leviers en leur expliquant un petit peu, en restant bien sûr j'ai envie de dire, dans une éthique par rapport à cela, à essayer un peu de catégoriser des personnes, mais non pas par rapport à d'où ils viennent, combien d'argent ils gagnent, etc., mais plus par rapport à comment est-ce qu'ils doivent réagir d'une manière émotionnelle. Et finalement, quand on a une dette, on s'est aperçu, parce on a réalisé une étude sociologique avec des sociologues qui sont allés interroger des personnes qui avaient été en contact avec nous, c'était les clients de nos clients. Alors, nos clients, c'est par exemple toutes les sociétés de télécom, donc SFR, Free, etc. Si vous ne payez pas votre facture mobile, vous risquez de tomber sur un collaborateur Ikera qui va vous dire « Ah là là, vous avez un petit retard sur votre facture, etc. » Donc, nous, on a essayé d'expliquer à nos collaborateurs qu'il y avait des grandes familles, un petit peu de personnes qui géraient leurs dettes de manière émotionnelle un peu différente. Alors, la première grande famille, finalement, nous, on leur a donné un petit code en interne, on les a appelés les révoltés. Qu'est-ce que c'est que les révoltés? C'est des gens comme vous et moi, donc ça peut être vous demain, ça peut être moi, qui vont être des réclamants, en fait, qui ne vont pas être en accord avec la dette, qui vont considérer que finalement, ils n'ont pas réglé cette dette. Je vous donne un exemple. Vous partez à l'étranger, vous avez une facture mobile, vous avez une surconsommation
de data à l'étranger, et ben, vous vous retrouvez avec une facture à payer. Vous réclamez auprès de SFR, de Free, de Bouygues, d'Orange, pour tous les citer, comme ça je me fâche avec personne. Et puis finalement, ils ne vous répondent pas, vous n'arrivez pas à avoir leur écoute. Bah, ces clients-là, maintenant, ils ne payent plus. Et donc, nous, quand on les relance, ou quand ils nous appellent, ils nous disent, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec la dette. Donc ça, c'est les réclamants. Donc, du coup, nos collaborateurs, on leur explique un petit peu quel levier on doit adopter vis-à-vis de ces personnes-là. Deuxième famille, on les a appelés les habitués. Malheureusement, les habitués, c'est des gens qui ont plusieurs dettes, qui ont l'habitude de ça, qui ont l'habitude de prendre des crédits, qui surfent un petit peu par rapport à cela et qui savent appréhender la situation. Donc, par rapport à nos collaborateurs, là, on est plus dans une recherche de solutions de paiement, d'arbitrage, d'essayer de dire, voilà, vous devriez régler plutôt cette dette-là et d'essayer de comprendre un petit peu la situation globale du client. Donc, pareil, ça, c'est des modules de formation un peu spécifiques qu'on délivre auprès de nos collaborateurs. Et puis la dernière famille, qui est celle qui, moi, me touche le plus et sur lesquelles j'ai envie vraiment d'agir le plus possible, c'est ce qu'on a appelé les désarmés. C'est des personnes qui, malheureusement, sont en situation de difficultés financières, qui sont ce qu'on appelle des clients fragiles et qui n'ont pas la possibilité de payer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des étudiants qui n'ont pas les moyens de payer. Et donc, cela, on va être plutôt dans un discours où on va récupérer de l'émotion, mais pour trouver des solutions. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez tel ou tel type d'aide, etc., qui va nous permettre de pouvoir mieux préparer finalement nos collaborateurs à appréhender ces trois familles. Merci beaucoup. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de situations très délicates dans cette activité, notamment des situations fragiles, des situations très émotionnelles avec différents types de clients. Donc, toujours dans le cadre de comment gérez-vous en interne et comment pouvez-vous assurer que vos employés, notamment, restent professionnels, même lorsque les clients sont très émotionnels, donc dans ces différents cadres-là. Alors, comment on peut s'en assurer? J'ai envie de dire, c'est très compliqué. C'est très compliqué et je ne peux pas l'assurer. Parce que justement, quand on parle d'émotion, on parle d'humain. Donc, je mentirais en disant qu'on s'en assure et on le vérifie et que tout se passe bien. Parce que justement, par rapport à tous ces types de situations, il faut se mettre à la place de nos collaborateurs où toute la journée, finalement, ils n'ont rien à proposer d'effet waouh. Quand on parlait d'expérience client précédemment, il n'y a pas de moment d'émotion positive finalement, à part le fait d'être à la place de la personne et d'accueillir ces moments-là. Donc, on ne peut pas s'en assurer, mais on peut très bien les préparer. On peut les préparer à ça. Et comment on les prépare, justement? C'est déjà justement en leur expliquant un petit peu ces différents cas que je vous ai exposés en amont. Bien sûr, en ne lançant pas un nouveau collaborateur qui intègre le groupe sur des problématiques compliquées. Donc, on va bien sûr essayer de faire en sorte qu'il traite des toutes petites créances avec des relances en relance amiable, où c'est une première relance avec un retard d'une semaine, etc., où c'est souvent lié à un oubli. Donc voilà, on va essayer de mettre le collaborateur dans les meilleures conditions possibles par rapport à des problématiques, par rapport à l'antériorité et l'expérience du collaborateur, parce que c'est au fur et à mesure finalement d'être confronté à ces émotions qu'on va adopter les réflexes. Il n'y a pas de formation qui accueille l'émotion à proprement parler. C'est déjà par rapport à son vécu. C'est qu'est-ce qu'on a vécu et quelle est notre propre sensibilité et surtout quels réflexes on a pu adopter au fur et à mesure de son expérience. Donc des collaborateurs un peu plus aguerris, on sait qu'ils vont beaucoup mieux maîtriser ces situations émotionnelles que des nouveaux collaborateurs par rapport à cela. Après, bien sûr, on a des formateurs qui font de la double écoute et qui vont pouvoir coacher à l'issue d'un appel en disant, voilà, peut-être que cet appel-là, c'est pas très bien passé, voilà comment tu aurais dû aborder le problème et lui donner des clés surtout pour lui expliquer comment la personne a réagi de l'autre côté et peut-être que lui n'a pas très bien réagi ou aurait dû aller sur un autre terrain. Et puis après, je ne vous cache pas, en ayant fait aussi pas mal de double écoute, il y a des situations qui de toute façon vous touchent parce qu'il y a des situations des fois qui sont très compliquées. Moi, je trouve que c'est la beauté dans ce métier, c'est d'essayer finalement
en ayant le discours qui est adapté, qui est juste. Nous, chez nous, on n'a pas de durée de moyen de traitement. C'est la grosse différence avec un centre de relations clients traditionnel. On n'est pas objectivé pour traiter un appel en moins de X minutes. On va prendre le temps nécessaire parce que notre objectif, c'est quand même malgré tout d'avoir un encaissement, mais c'est aussi de bien écouter la personne. Et donc de mettre le collaborateur dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il prenne le temps d'écouter la personne. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Non, c'est très, très clair. C'était très bien. Du coup, on est très à l'écoute et on pratique beaucoup l'empathie et aussi on valorise beaucoup l'expérience. Et dans votre deuxième question, on a parlé un peu de l'adaptation du discours, mais là, on va passer un peu au feedback. Mais comment pouvez-vous utiliser les feedbacks des clients pour améliorer la façon dont votre entreprise gère les conflits avec les clients qui sont émotionnels? Alors, c'est très intéressant parce que moi, quand je suis arrivé il y a 5 ans dans le groupe, la première des choses que j'ai souhaité faire, c'est mettre en place finalement ce que j'ai pu entendre tout au long de votre journée, finalement, ce qu'on appelle du feedback management. C'est d'arriver à comprendre finalement qu'est-ce qu'on renvoyait de l'autre côté de la barrière. On avait des indicateurs très qualitatifs où on disait finalement, on a passé tant d'appels, on a pris tant d'appels, etc. On a encaissé tant d'argent, très bien, mais est-ce que finalement la trace qu'on laissait de l'autre côté et l'empreinte qu'on laissait de l'autre côté, elle était positive ou pas? Et donc, moi, j'ai souhaité qu'on mette en place des enquêtes post-interaction, post-échange sur ce moment qui paraissait dingue, qui est comment aller récupérer de la satisfaction client ou des enquêtes ou des commentaires après qu'on vous ait demandé de l'argent. On m'a dit, mais tu es fou, il ne faut pas faire ça, pas à ce moment-là. Et au contraire, je pense que ça a été très utile parce que déjà, ça nous a fait prendre conscience en récupérant ce feedback de nos clients qui étaient débiteurs, donc qui avaient une dette. Ça a fait prendre conscience déjà à tous nos collaborateurs que, ils avaient un impact vraiment positif parce que quand ça se passe très bien, ou quand on écoute la personne et qu'on lui trouve la bonne solution dans ce moment émotionnel très fort, c'est-à-dire quand on a une dette ou quand on n'a finalement pas l'argent et qu'on a quelqu'un qui vous trouve une solution d'étalement de paiement plutôt que de payer en une fois, ça laisse finalement un reste à vivre plus important. Donc, c'est notre vie de tous les jours qui est impactée. Donc, ces personnes-là, dans les enquêtes de feedback, elles s'expriment tellement positivement qu'on a réussi à récupérer beaucoup d'émotions positives dans nos commentaires, et énormément. Et ça a permis aussi de donner du sens aux collaborateurs et qu'ils prennent conscience que finalement, ils avaient un réel impact positif au quotidien. Et après, ça nous a permis aussi autre chose, c'est que finalement, par rapport à des clients insatisfaits ou par rapport à des personnes qui, malgré tout, après cet échange, parce que ça peut arriver, bien évidemment, on est loin d'être parfait, ça nous permettait de comprendre plusieurs choses. La première des choses, c'est que des fois, le problème, il n'était pas chez nous, il était chez les grands clients donneurs d'ordre pour qui on travaille. C'est-à-dire que des fois, des clients n'étaient pas très contents après nous, mais finalement, ils se disaient mais je ne veux pas payer ma facture parce que je n'ai pas eu tel ou tel service et on ne m'a pas écouté. Donc nous, on n'est pas à ce moment-là acteurs de ça. On est juste là pour écouter. Mais du coup, en les rappelant et en trouvant une solution, en mobilisant les clients de l'ordre de l'autre côté, en leur expliquant ça, finalement, on arrive à solutionner le problème. Donc ça, c'est très intéressant. Donc les feedbacks, vraiment, si je dois résumer un petit peu le côté positif, c'est utilisez-le pour valoriser le travail de vos collaborateurs. C'est la première des choses à faire parce que quelle que soit l'organisation, quel que soit le service chez Ikera, mais c'est avant tout ailleurs aussi, c'est avant tout pour valoriser le travail des collaborateurs et puis utiliser l'insatisfaction en rappelant des clients pour comprendre et trouver des solutions. Ça a un effet bénéfique de formation, d'explication et en même temps de performance parce qu'on arrive à tuer l'insatisfaction et pourquoi pas, dans notre cas à nous, trouver un encaissement et une solution. Merci beaucoup. Donc, avant de passer aux questions du public, on voit qu'il y a pas mal de petites questions par les participants. On a une toute petite dernière question pour vous. Donc, selon vous, comment pouvons-nous transformer un client irritant ou bien sensible en un moment émotionnel et du coup créer cette interaction avec eux? Si je reprends un petit peu mes catégories que je vous ai évoquées, si on prend les révoltés finalement, ces révoltés, ces gens qui ne sont pas contents, ces gens qui sont des réclamants, qui sont insatisfaits, pour rebondir à ce que disait
votre intervenante précédente, ces gens-là, si on arrive à gérer le conflit qu'il y a pu y avoir en amont et à désamorcer le conflit, finalement, notre job est réussi, c'est une émotion positive. Sur les habitués, si on arrive à trouver une solution de paiement qui leur permet d'avoir une certaine dignité dans leur vie de tous les jours, donc ce qu'on appelle un reste à vivre, c'est avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre correctement. Et voilà, c'est un peu ça la transformation de notre culture ces dernières années, c'est de se dire on pourrait encaisser tout l'argent, mais finalement, la personne, si derrière, humainement, on la laisse dans une situation détestable, je ne suis pas sûr que tout le monde en reste grandi. Donc voilà, je trouve que c'est trouver pour cette famille-là une solution de paiement qui est la plus adaptée possible et pour garder une certaine dignité. Et puis pour les personnes qui sont en fragilité financière, les désarmer, vraiment, c'est les aider à trouver une solution, c'est leur faire prendre conscience qu'il y a un certain nombre d'aides qui existent, donc d'essayer de creuser avec eux leur situation. Si vous êtes étudiant, vous avez le droit aux APL, enfin voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc ça, c'est anticiper tout cela. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a très bien compris que votre métier ne repose pas que sur la partie financière, où nous, on pense que voilà, c'est très opérationnel, tout ça, mais c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de conseils derrière dans votre métier avec les clients. Donc, est-ce que je regarde depuis tout à l'heure dans le chat, on a pas mal de questions, donc je laisse les garçons nous poser les questions. Oui, si alors merci pour votre intervention. Alors, du coup, on a une première question de la part de Cécilia qui nous demande comment recrutez-vous vos collaborateurs qui font face à cet environnement où l'émotionnel a une part importante, de même que l'éthique personnelle? C'est une super question parce que c'est un métier qui est très compliqué. Alors nous, chez nous, et vous pourrez aller voir sur notre site internet, on a fait une campagne de recrutement là-dessus. On recrute des personnes sans CV. On recrute vraiment le mot d'ordre, c'est venez comme vous êtes. Et souvent, c'est des personnes qui ont été confrontées à ce type de situation qui ont le discours le plus juste. Donc c'est souvent des personnes qui sont en situation de reconversion professionnelle, des gens qui ont été dans les métiers des fois qui n'ont rien à voir, des métiers de bouche. On a vraiment des gens de tous univers, de tous horizons. Donc, il n'y a pas de formation spécifique pour faire ça. Des gens qui ont été en centre de relations clients, mais qui étaient drivés par des indicateurs très, alors sans entrer dans la technique, mais ce qu'on appelle la DMT, des durées moyennes de traitement, ou qui prennent des appels entrants toute la journée. Là, c'est vraiment des personnes de tous univers et on recrute tout le monde. Et c'est vrai que c'est un métier difficile et je ne vous cache pas que malheureusement, on souhaiterait que ça dure plus longtemps, mais on a quand même pas mal de personnes qui nous quittent et donc il y a beaucoup de personnes qui reviennent. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, très bien. Et du coup, on a aussi une deuxième question donc, de la part de Zishan qui demande comment agissez-vous avec le groupe de personnes désarmées qui ne peuvent pas payer leurs dettes? Alors, ça, c'est une situation qui est vraiment problématique et qui nous a amené à réfléchir à un autre mode d'appréhender finalement ces personnes, parce que ce sont des êtres humains. Et quand on ne peut pas payer, quand on est face à une situation comme ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'une fois qu'on a balayé la situation de la personne, qu'on lui a conseillé de trouver tel ou tel type d'aide, etc., si à la fin la personne elle ne peut pas payer, on s'est dit, mais quel rôle on peut jouer? Quel rôle on peut jouer à ce moment-là? Donc, on a décidé, nous, dans notre programme de RSE, donc de responsabilité sociale des entreprises, de s'associer avec des associations dont c'est le métier de gérer des personnes qui sont en situation de surendettement ou qui ont les techniques justement pour pouvoir mieux accompagner ces personnes dans cette extrême fragilité. Donc, on travaille avec Crésus et avec Crédit Municipal de Paris et on a créé un programme en interne qui s'appelle Oxygène où on a des collaborateurs qui sont dédiés où finalement, pour vulgariser un peu, on met le recouvrement un peu au second plan et l'accompagnement social au premier plan. Donc, on essaye de trouver des solutions pour ces personnes et de les orienter vers les meilleurs organismes et les sortir de cette situation très compliquée. Super, merci. Et du coup, on a une dernière question de la part de Madame Fedrizi qui nous demande si vous deviez citer une ou deux histoires
double écoute situation les plus touchantes ou marquantes que vous avez eues? Ah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'il y en a tellement. Peut-être la plus marquante, c'est parce que moi, ça me touche personnellement. Je suppose que vous êtes un très grand nombre, et je vous le souhaite en tout cas, à avoir toujours vos grands-parents. Moi, les premières doubles écoutes que j'ai fait, il y a une situation qui, moi, m'a marqué. C'est une petite grand-mère, en fait, qui venait de perdre son mari, qui n'avait aucune ressource, qui était totalement dépendante de son mari et qui devait régler sa facture d'électricité et qui ne savait pas comment faire. Parce qu'elle était en désarroi, elle était dans la douleur et dans la perte de son mari. On sentait bien, de par son discours au téléphone, que c'était vraiment une personne âgée, qu'elle n'était pas forcément accompagnée par ses enfants et qu'elle était dans une détresse absolue. Et voilà, dans ces cas-là, on se transpose à la situation, tout simplement, parce qu'on se dit ça pourrait être ma mère, ça pourrait être ma grand-mère. Et c'est des doubles écoutes qui ne laissent pas indifférent. Moi, j'ai fait 20 ans de double écoute dans le monde des télécoms. Écouter des clients qui ont besoin de renouveler leur téléphone mobile ou une extension de giga, ce n'est pas la même chose que ce type d'appel que je viens de vous évoquer. Et c'est en cela où, à chaque fois, moi, je trouve admirable le travail qui sont faits par nos collaborateurs, parce qu'il faut pouvoir l'encaisser sur une journée. Super, merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions et aux questions de nos participants. Et aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un Merci plaisir. à vous pour l'invitation et très bonne journée à vous tous. Merci.